dia i la gent és ve d'Avinyó, de la Universitat d'Avinyó, del Centre Norbert Elias. Abans hem estat parlant i m'ha dit que ell va començar la seva recerca entorn de la repressió alemanya al sud-est de França, per tant, perquè veieu també el canvi de temàtica que ha fet, i perquè ara actualment doncs, fa la tesi doctoral sobre comissions d'investigació a França. I bàsicament el que m'ha explicat doncs, serà una visió general de les comissions d'investigació, no es centrarà en el cas Stavisky o en el cas dels vins, que són els casos del CTI, sinó que serà una explicació més global de les comissions. I com a publicació destacada, doncs, evidentment, s'hauria de dir el llibre que van publicar 3 coordinadors que estan aquí, més en Frederic Monnier, i té un capítol express sobre la comissió d'investigació de l'afer Stavisky. I bé, ho passaré, tot i que ja el coneixeu, bueno. I res, la paraula est à toi. Du coup, bonjour à tous. Et... Ouais, je vais essayer. En effet, je m'appelle Paul Orbière, donc je suis doctorant à l'Université d'Avignon et je suis sous la direction de Nathalie Petitot et Frédéric Monnier. Et avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement l'Université autonome de Barcelone pour son accueil. Un immense merci également à Madame Gemma Ruby-Casal et à Johan Torrent, mon camarade et complice dans cette aventure. Sans oublier bien sûr toute l'équipe administrative et le secrétariat qui a rendu possible ma présence aujourd'hui. Et également merci à vous dans l'assistance d'avoir choisi ou accepté de passer ces prochaines minutes à écouter un chercheur qui, hélas, n'a pas le talent des polyglottes. Donc, mon sujet de recherche explore le phénomène de transparence en politique à travers les commissions d'enquête parlementaires sur les scandales politico-financiers du milieu du XXe siècle, et particulièrement en observant le cas de l'affaire Stavisky en 1934 et de l'affaire des vins en 1946. Alors, ce n'est pas très important pour la suite, mais l'affaire Stavisky, c'est une affaire d'escroquerie avec on va dire un haut personnage haut en couleur de l'univers parisien qui a éclaboussé un certain nombre de grands dignitaires, que ce soit de la justice, du Parlement. Voilà. Et en 1946, l'affaire du vin, c'est une affaire de détournement de vin de l'Algérie vers le marché noir, dans lequel Félix Gouin, vice-président, a été également mouillé, qui était socialiste. Voilà, juste pour le cadre. Donc cette transparence que chacun connaît sans jamais vraiment la définir, est en France née à la fin des années 80 grâce à l'intervention directe de la présidence mitterrandienne en réponse au scandale de l'affaire Urbain. Face à l'opinion publique, François Mitterrand décide d'instaurer une loi sur le financement des partis politiques. Comme il l'a lui-même exprimé lors de son entretien accordé à Ouest France en 1994, donc bien plus tard, savez-vous comment la campagne de De Gaulle a été financée? Non, évidemment, car il n'y avait pas de règles à l'époque. C'est pourquoi j'ai demandé de soumettre une loi de transparence et de maîtrise des dépenses au Parlement, qui l'a approuvée. Cette loi a apporté un meilleur contrôle des patrimoines des élus, un plafonnement des dépenses des campagnes, un financement public des campagnes. Mais sans doute, parce que les esprits n'étaient pas encore mûrs, le Parlement ne m'a pas suivi en 1992 sur 2 autres réformes qui auraient parachevé l'édifice, la publication du patrimoine au début et à la fin de chaque mandat, et l'interdiction du financement des partis politiques par les entreprises. Cette intervention pose les bases de notre compréhension de la transparence, ou du moins d'une définition. C'est une régulation des zones d'opacité politique et ou administrative, sous contrôle institutionnel et ou citoyen. Mais avant les années 80, le terme n'existe pas. D'où vient alors cette norme? Autrement dit, qu'y avait-il avant la transparence? Cela soulève une autre question. Avant la création d'organismes tels que la Haute Autorité pour la Transparence,
Existait-il des structures comparables pour éclairer les rouages de l'État? La police enquête sous le secret, la justice instruit en toute confidentialité. L'exécutif et le judiciaire apparaissent donc comme intrinsèquement opaques. Mais qu'en est-il du législatif? La Chambre basse adopte un principe de publicité hérité de la Révolution française, une époque où l'opinion publique, imprégnée des valeurs des Lumières, supportait de moins en moins l'arbitraire du secret. À Paris, en 1794, on chantait par exemple dans les rues le couplet de la salpêtre républicaine. Je cite: « Trouve-t-on quelque vérité? C'est un devoir de la répandre. Tout doit avec fraternité se publier comme s'entendre. » Au début du XXe siècle, cette valeur se manifeste non seulement dans les séances parlementaires publiques, mais aussi à travers les publications du journal officiel des débats. Ces exigences répondent à l'extension du suffrage universel masculin qui impose aux électeurs de connaître les actions de leurs représentants pour faire un choix éclairé lors des élections. Je vais pas trop vite? Non, ça marche. En d'autres termes, la Chambre doit une certaine forme de transparence, entre guillemets, à sa légitimité populaire. C'est d'ailleurs de cette électoralisation du pouvoir législatif qu'ont émergé les commissions d'enquête parlementaire. Sous la monarchie de Juillet, dite libérale, se dessine une opposition entre deux légitimités. Celle du roi, fondée sur une ambiguïté entre son lignage et l'esprit révolutionnaire qui l'a établi, et celle du Parlement, soutenue par le suffrage censitaire. Je ne sais pas si le suffrage censitaire, tout le monde est OK avec la notion de censitaire? En 1834, sous l'effet du scandale Kestner, ce caissier du trésor indélicat, comme le qualifie l'historienne Fabienne Bock, et de l'agitation de l'opinion publique, le Parlement impose un droit de contrôle de l'exécutif en créant des commissions d'enquête. Cette démarche vise à empêcher l'exécutif de s'auto-enquêter, pratique à l'origine de nombreuses dissimulations en s'y substituant. Les commissions d'enquête naissent donc d'une double volonté: affirmer le pouvoir parlementaire face à l'exécutif et rejeter l'opacité qui a longtemps marqué l'État. Elles, comme plus tard la notion de transparence, sont nées du scandale et visent à y répondre au nom de la légitimité des élus, garant de la représentation. Quel rôle jouent alors les commissions d'enquête dans un régime parlementaire sous la Troisième et Quatrième République? L'Assemblée nationale devient le centre du jeu politique sous cette période-là. Cependant, soumises aux fluctuations des alliances et des majorités, les commissions d'enquête se transforment rapidement en un véritable outil politique, manipulé selon les rapports de force. Si la confrontation entre la volonté populaire et celle du monarque n'est plus d'actualité, puisqu'on est sous une république, ces commissions restent un moyen pour les députés d'embarrasser les exécutifs aux yeux de l'opinion. Elles démontrent souvent une bascule des influences au sein de la Chambre. À travers leur travail, elles révèlent et parfois dénoncent les irrégularités du régime ou les dysfonctionnements archaïques. Elles sont une intrusion dans l'opacité des pouvoirs et de leur administration. C'est ce que l'on appelle faire la lumière. Les commissions d'enquête sont liées au concept de lumière par leur capacité à éclairer les zones d'ombre de l'État, souvent révélées par le scandale. Par leur politique de publicité ou leurs propositions législatives, ces commissions sont-elles le terreau de ce que François Mitterrand et son cabinet ont défini comme la transparence? C'est ainsi que s'explique le titre de cette intervention, faire la lumière aux racines de la transparence. Voilà le sujet que je vous propose aujourd'hui. Et pour ce faire, je commencerai par définir les particularités de la transparence et de la lumière, avant d'observer leur perception et les enjeux dans les commissions d'enquête du XXe siècle. Alors, la transparence et la lumière entre réaction aux crises et prévention des dérives. Alors, ces deux notions sont nées du terreau du scandale. La lumière et la transparence incarnent des réponses politiques à une crise de confiance.
liées par des similitudes lexicales et une proximité imaginaire. Elles apparaissent comme le produit d'une même logique, restaurer la crédibilité des institutions ébranlées. Mais peut-on pour autant considérer la transparence comme une évolution naturelle, une version modernisée de la lumière? Cette interrogation, bien que séduisante, mérite d'être nuancée. Si ces deux notions visent à leur manière à un accès à l'information, ils se distinguent par leur portée et leur vocation. La lumière est une stratégie contextuelle destinée à révéler, à élucider. La transparence, elle, se veut un principe absolu, une exigence pérenne et systématique qui aspire à ériger la visibilité en norme. Ce glissement, loin d'être anodin, reflète un tournant dans la relation entre pouvoir, information et société. Faire la lumière, formule omniprésente dans les appels pressants de l'opinion face au scandale dès le 19 et 20e siècle, trouve toujours à se réclamer d'une institution. Le juge d'instruction l'évoque au nom de la justice, le député au nom de l'Assemblée, le journaliste au nom de son lectorat. Chacun s'en empare, arguant d'un droit de savoir qui se veut légitime et démocratique. Car du point de vue strictement restrictif, faire la lumière ne semble s'accomplir que lorsqu'on détient soi-même les faits. Pourtant, cette expression dépasse largement l'individualité et elle est généralement employée comme une revendication collective au nom du peuple. Elle traduit une ambition universelle, celle d'extraire les faits de l'ombre du secret pour les exposer à la lumière des institutions. Cette exigence devient le levier d'une clarté circonstanciée alimentée par l'émotion publique. Portée par cette pression, la représentation nationale s'arroge le droit d'exercer un contrôle absolu sur les zones d'ombre, légitimant ainsi son intervention au cœur des scandales. Aussi, les revendications des députés dans la période traduisent un processus de réaction face à un problème déjà révélé. Autrement dit, c'est un mécanisme d'analyse rétrospectif visant à scruter l'endroit et le moment où le délit ou le dysfonctionnement a eu lieu. Faire la lumière, en substance, revient simplement à conduire une enquête. À ceci près que l'imaginaire associé à la lumière dépasse le cadre strictement investigatif. Il intègre une dimension de mise en commun, de partage des connaissances. Ce partage peut se limiter aux institutions garantes de l'intérêt général comme la justice ou s'élargir à l'opinion publique, mais il reste fondé sur une même conception, celle d'une connaissance collective et de l'intérêt général. La lumière n'est pas un acte privé, discret ou réservé, mais un vecteur de savoir commun, et ce, même si l'intensité de sa publicité reste dans les mains des institutions officielles, garantes de la moralité publique. Ça va pour la lumière? La transparence. La transparence, en revanche, repose sur un tout autre principe. Dès son apparition, elle est explicitement nommée dans un texte fondateur, la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Issue elle aussi d'un scandale destiné à abuser l'opinion publique, son fondement législatif et son application diffèrent profondément de la notion de la lumière. Ici, il ne s'agit plus de produire de l'information sur des faits illicites pour les exposer à la justice ou à l'opinion, mais d'atténuer l'opacité d'un domaine perçu comme propice aux dérives et de le rendre légitimement observable par les autorités ou les citoyens. Cette fois, le regard se porte sur le financement des partis politiques, d'où sont issus la majorité du personnel et de la classe politique et des représentants du peuple, ainsi que sur les pratiques des acteurs eux-mêmes. La transparence ne se limite donc pas à un acte ponctuel, mais s'inscrit dans une logique préventive et continue. Elle établit un espace de visibilité publique conçu pour exercer un contrôle permanent sur les comportements et prévenir les abus. Là où l'enquête législative est une réponse exceptionnelle à une crise, la transparence vise à une normalisation durable de ce qui doit être accessible en démocratie. Quant à l'intensité et à l'étendue de cette visibilité, elle évolue au gré des débats publics et des attentes collectives.
Aussi, au terme de cette réflexion, il apparaît que si la lumière et la transparence partagent une ambition commune de dissiper l'obscurité et de renforcer la confiance dans les institutions, leur fondement est finalement diverge profondément. La lumière, empreinte d'urgence, répond à une logique réactive et ponctuelle, mobilisée pour résoudre des crises. En revanche, la transparence s'inscrit dans une dynamique plus pérenne. Maintenant, les enjeux de la lumière. Donc, la formation d'une commission d'enquête était souvent la réponse parlementaire à une crise. Dans son traité de droit politique et électoral, Eugène Pierre dit « Si des faits allégués devant un tribunal se trouvent de nature à émouvoir la Chambre et le pays, une enquête parlementaire pourrait être ordonnée. » L'émotion dont parle l'auteur dès la fin du XIXe siècle est le cœur battant des commissions d'enquête parlementaires, particulier lorsque celle-ci se rattache à un scandale. C'est ici une forme de réappropriation du scandale par les institutions légitimes. On va déposséder l'opinion publique pour essayer de recréer un discours sur le scandale. La quête de clarté constitue l'enjeu central des commissions d'enquête qui ne peuvent fonctionner qu'en intégrant deux dimensions essentielles, celle de la lumière projetée et celle de la lumière transmise. La première renvoie à l'objectif d'explorer, de découvrir la réalité dissimulée derrière les perspectives initiales du scandale à travers des processus d'enquête. Cette perception est profondément ancrée dans l'esprit des députés, nourrie déjà lors de l'affaire Stavisky par une tradition centenaire qui consacre le droit de contrôle parlementaire. Elle se retrouve renforcée depuis 1994 en France par une loi qui impose aux témoins convoqués l'obligation de se présenter devant elle et de prêter serment sur l'honneur de dire toute la vérité. La seconde dimension porte sur la diffusion des informations recueillies à la commission, dans le but d'informer l'extérieur. C'est ce qu'on peut appeler la... Bonsoir. Donc je reprends rapidement. Donc la lumière projetée incarne une enquête. C'est là où la commission d'enquête va se projeter à l'intérieur des institutions pour essayer d'éclairer les zones opaques. Et c'est pas forcément facile pour elle parce qu'il y a des formes de résistance institutionnelle, nous allons le voir. Et la lumière transmise, c'est la publicité de la commission, c'est-à-dire ce qu'elle va renvoyer au public. En d'autres termes, il s'agit d'une problématique directionnelle. La lumière donc projetée et obtenue par les députés grâce à des auditions de témoins et des réquisitions de documents auprès des institutions telles que la préfecture, la police, les instances judiciaires. La lumière transmise, en revanche, passe par des dispositifs de publicité comme la publication des sténographies ou des auditions. Ces dimensions, qu'interdépendantes, mobilisent les moyens et des pratiques distincts. L'une vise à produire du savoir, l'autre à le diffuser. Pourtant, elle repose sur une même autorité, celle de la commission, qui conserve le contrôle exclusif de la gestion et de l'utilisation de ces informations. Alors, la lumière projetée. Alors, ce privilège s'affirme pour les députés comme un droit absolu, exercé en leur qualité de représentants du Parlement, véritable prolongement de la volonté populaire. C'est une vraie question de légitimité. Rien ne peut échapper à leur regard en tant que représentants du peuple. À travers ce double pouvoir, donc celui de voir et celui de dire, les députés s'arrogent une forme de domination symbolique qu'ils revendiquent comme incontestable. Cette exigence se manifeste notamment dans la rigueur de leur pratique d'interrogatoire, dans le désarroi palpable qu'ils éprouvent lorsque certains témoins, en particulier les plus modestes, opposent une résistance. Malgré tout, la crainte maintes fois exprimée au cours de l'histoire parlementaire d'accorder des pouvoirs judiciaires plus étendus, par peur d'instaurer les bases d'une juridiction politique aux mains d'une majorité parlementaire, vient contredire ouvertement ce sentiment d'autorité. Elle les contrarie profondément,
Pour de nombreux commissaires ayant fait l'expérience de l'enquête, une commission dépourvue de moyens judiciaires s'apparente à un vaisseau sans voile, imposant en apparence mais totalement inefficace en réalité. C'est notamment le point de vue de Léo Lagrange qui dit, je cite, « Il n'est pas possible que nous continuions à procéder comme nous le faisons pour avoir des documents et qu'on nous réponde qu'il est nécessaire d'en prendre copie. Il faut que la commission ait des pouvoirs judiciaires pour dévoiler le plus tôt possible les culpabilités et permettre de les vérifier. » Mis à part l'audition des témoins, les commissions d'enquête ne disposent en réalité d'aucun pouvoir. Ni droit de perquisition, ni droit d'arrestation, ni droit d'inculpation. Elles sont ainsi entièrement tributaires des autres services pour mener leur enquête à bien et dépendent de la coopération des institutions, parfois elles-mêmes suspectées, pour transmettre les dossiers dans l'espoir qu'il n'ait pas été trop soigneusement expurgé des informations sensibles. À cet égard, la commission Stavisky n'a pas hésité à adresser une lettre au gouvernement, menaçant que si elle se trouve en face de dossiers trop soigneusement expurgés, elle déclarera qu'elle ne peut continuer son travail. C'est montrer qu'il y a réellement, ça se fait réellement dans les institutions, on vide les dossiers avant de les faire parvenir. Cette dépendance aux autres pouvoirs les place sous l'emprise des bonnes volontés des institutions concurrentes. Et c'est en partie de la qualité de ces relations que dépend leur réussite. Sans document, pas d'enquête, mis à part bien évidemment les témoignages. Un tel cadre engendre inévitablement un sentiment de frustration accentué par la conscience de leur impuissance face aux obstacles extérieurs. Ce décalage entre la puissance symbolique et la puissance effective conduit les commissaires à se questionner sans cesse, non seulement sur l'étendue de leurs pouvoirs et prérogatives, mais aussi sur l'opacité des institutions de l'État. L'obscurité devient alors un moyen de résistance face à leur autorité, une résistance qu'ils jugent absolument intolérable au regard de ce qu'ils incarnent. Ainsi, les commissions d'enquête entretiennent en permanence ouverte la discussion sur le principe de visibilité en démocratie. Pour les commissaires, entraver leur investigation équivaut à nier la souveraineté du peuple, à porter atteinte à l'idéal républicain. C'est de cette confrontation que la commission puise la force de compenser son manque de moyens coercitifs face aux autres pouvoirs. Lorsqu'une institution se montre trop ferme dans son opposition, refusant de répondre à ses exigences, elle n'hésite pas à faire appel à l'opinion publique, dénonçant l'obstruction par voie de communiqué. Elle mobilise ainsi l'opinion contre les pouvoirs récalcitrants, ciblant tout particulièrement l'exécutif. Ce dernier, au cœur de l'organisation institutionnelle, y compris sur le plan judiciaire en raison de l'autorité que peut exercer le garde des Sceaux, se distingue par sa vulnérabilité. Contrairement à d'autres pouvoirs, le gouvernement, parce qu'il est révocable, se montre particulièrement sensible aux fluctuations d'opinion et aux pressions qu'elles engendrent. S'appuyant sur la légitimité populaire et son devoir d'information, elle se positionne comme le garant absolu des intérêts nationaux, cherchant à rallier l'opinion publique à sa cause et à se défendre contre toute tentative de limiter son contrôle, au risque parfois d'attenter à la séparation des pouvoirs. La lumière transmise. Les députés qui se posent avec éclat en gardiens suprêmes de la caution citoyenne trouvent néanmoins une limite évidente à cette posture lorsqu'il s'agit de transmettre l'information. La relation privilégiée que les commissions d'enquête prétendent instaurer avec le citoyen fluctue sensiblement selon les périodes et les circonstances. Un exemple frappant en est offert par la Commission des vins, qui adopte une politique de communication d'une opacité remarquable, inhabituelle pour des commissions parlementaires. Elle ne publie absolument rien dans le cours de son enquête. Elle ne fait que de vagues communiqués qui ne dit en réalité pas grand-chose. Cette stratégie est assumée sans détour par son président qui déclarait devant la Chambre « La Commission, dans toute la mesure du possible, a observé une très grande réserve. » Il précisait même « Elle considérait ses membres comme liés par les règles que doivent observer les magistrats. » Bien que cette posture soit défendue par le principe de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction, elle n'en reste pas moins l'expression d'un choix, celui du silence. Un silence qui, bien que déploré par la presse, ne suscite guère de perturbations notables.
mais qui contribue à l'oubli de la Commission. Faillant ainsi à son devoir de lumière transmise. En privilégiant cette réserve, la Commission compromet son rôle d'informateur et d'éclaireur dans le débat public, laissant la place à un désintérêt croissant de l'opinion. Elle se transforme ainsi en une enquête parallèle à celle de la justice, mais sans pouvoir et par conséquent, sans conséquence ni véritable intérêt démocratique. Dans leur perception, les députés se considèrent comme les maîtres incontestables de l'information, ou presque. Ils s'arrogent légitimement, à la fois collectivement et individuellement, le rôle d'intermédiaire entre l'État et le citoyen, et n'entendent en aucun cas y renoncer. À eux seuls revient le privilège de décider de la diffusion ou non d'une information, incarnant aussi bien les autres institutions de l'État que l'opinion publique, qu'ils distinguent à ce moment-là soigneusement du citoyen. Ils s'estiment ainsi en droit d'exiger des autres, sans jamais être tenus à se soumettre à une quelconque autorité, si ce n'est celle de la Chambre qu'ils incarnent pleinement. Cette position engendre un rapport tumultueux avec une presse qui, non contente de faire pression sur leur quête d'information, s'interpose dans la transmission des données entre la Commission et le public. La presse a tendance à se mettre en intermédiaire entre les parlementaires et l'opinion publique, ce que les parlementaires refusent. Ils préfèrent avoir un discours direct. Que nous travaillons pour les journalistes constituerait un comble, ne manquait pas de s'indigner Pierre Dignac, en février 1934. En effet, à l'instar de ses moyens d'enquête limités, la Commission ne dispose d'aucun moyen direct de publicité. Elle se trouve ainsi dépendante d'une presse peu encline à se contenter de relayer passivement les informations émises par l'institution législative. En conséquence, malgré tous leurs efforts pour conserver le contrôle de l'information, le filtre journalistique opère. Il contourne, sélectionne, transforme et parfois même ignore les communications officielles et donc, à ses yeux, attente à leur vérité qui travaille sans cesse à restituer. C'est ce que Ernest Lafont tentait de contourner en proposant à la Chambre un système particulier. Je cite. D'autre part, la publication au journal officiel de la sténographie de nos débats ne pourra normalement intervenir qu'au moment où sera publié le rapport lui-même et comme annexe à ce rapport. À ce moment, cette documentation présentera pour l'ensemble des citoyens français qui ont droit de nous contrôler un intérêt beaucoup moins vif. C'est pourquoi je me permets de soumettre à la Commission une proposition tendant à demander à la Chambre l'autorisation de faire publier au jour le jour, par le journal officiel, la sténographie de nos séances, telles que nous les communiquions à la presse. Bien que la tentative échoue, et ce assez lamentablement à la Chambre, elle met en lumière la lutte constante de la Commission pour préserver l'intégrité de sa version des faits qu'elle considère comme seule légitime. Cette bataille, aux yeux des commissaires, ne se réduit pas à un simple différend avec la presse, mais traduit une volonté d'affirmer la maîtrise et la circulation des informations. Par ailleurs, le droit de contrôle des citoyens que reconnaît Ernest Lafont dans son intervention n'est pas dans son esprit sans limite. Ce droit ne relève pas tant d'une surveillance directe que d'une exigence d'accès à l'information. Si les commissaires s'efforcent, selon les circonstances, de dévoiler certains aspects du fonctionnement des institutions de l'État, ils se gardent bien d'appliquer cette démarche pour leurs propres travaux. Le malaise des commissions transparaît clairement dans leur réaction face aux publications de la presse de leurs travaux. Car si les journalistes s'emploient à mettre en lumière les énigmes du scandale, ils ne privent pas pour autant de critiquer l'action des commissions elles-mêmes. Cette double approche, mêlant enquête et jugement, agace profondément les députés, à l'image d'Henri Gou, qui, exaspéré, s'adresse à ses collègues en ces termes. On dit que nous sommes des paresseux. C'est évidemment le métier de la presse. J'ai été très sensible, comme vous certainement, à ces critiques qui nous sont journellement adressées par la presse. On nous accuse même de vouloir étouffer l'affaire. J'avoue que je supporte mal ces critiques. Le regard extérieur, en particulier celui de la presse, est perçu par les commissaires comme une pression difficilement supportable, voire inacceptable, bien qu'elle soit garantie par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Henri Guernu, président de la commission Stavisky,
exprimait cette exaspération avec force en déclarant « C'est toute la loi sur la presse qui est à refaire ». Il allait même jusqu'à proposer d'ajouter à la fin des travaux de la commission une réforme de la loi dans leur proposition de résolution incluse au rapport général. Paradoxalement, cette liberté essentielle à la démocratie est parfois envisagée par les députés comme une menace pour la vérité qu'ils estiment indispensable au bon fonctionnement du projet démocratique. Ce débat, loin d'être clos, persiste aujourd'hui sous des formes renouvelées. En témoigne la discussion, en tout cas en France, autour des fake news, une problématique qui a conduit à l'adoption le 20 novembre 2018, j'avais dit du XXe siècle, des formations professionnelles, de la loi communément appelée Loi Infox. Cette législation visant à limiter la diffusion intentionnelle de fausses nouvelles pendant les périodes électorales, souligne les tensions inhérentes au régime démocratique, continuellement tiraillées entre l'exigence de la diffusion de l'information et la crainte des abus politiques. En conclusion, elle est un peu longue, je vais voir si... En conclusion, faire la lumière aux racines de la transparence, point d'interrogation. Dans cette relation conflictuelle avec la lumière se révèle la problématique de la direction. La Commission refuse catégoriquement la mission des vins en 1947, où aucune information ne peut rester secrète, car il transgresse consciemment et le revendique. Ainsi, les commissions rejettent systématiquement ce que l'on pourrait qualifier rétrospectivement de tentative de transparence. La seule forme de lumière qu'elles s'efforcent réellement d'exiger au cours de leur enquête est celle qui leur revient en tant qu'institution d'enquête parlementaire. Pour elles, il ne s'agit pas tant d'un choix idéologique que d'un usage ponctuel, limité dans le temps, pour répondre à leurs objectifs d'investigation. C'est tout le sens de la résolution inscrite dans la loi Rochette de mars 1914 qui octroie, bien que de manière très limitée, des pouvoirs judiciaires. D'ailleurs, aucune commission ne suggère à cette époque, dans leur résolution, ne serait-ce qu'une ébauche de législation destinée à instaurer une forme de transparence. Au contraire, la proposition Guernu envisage de faire adopter une loi encadrant la presse, et cela témoigne d'une volonté affirmée de contrôle de l'information au niveau législatif. Après tout, la création d'une commission d'enquête ne répond-elle pas aussi d'une volonté de réappropriation du scandale pour déposséder l'opinion de son monopole? C'est pourquoi la commission des vins, quant à elle, persiste à s'opposer fermement à toute publicité inutile, comme l'excuse François Delco devant la Chambre. En ce sens, la question de la visibilité n'est donc ni théorisée, ni consciemment identifiée comme une problématique centrale. Elle surgit de manière ponctuelle, souvent sous l'effet d'une conjonction entre des difficultés internes à la Commission et devant la pression de l'opinion publique. Si on peut discerner une certaine intuition de cette problématique dans les débats des commissaires, elle demeure ancrés dans leurs défis contextuels sans jamais aboutir à l'établissement d'une valeur partagée. Le rapport des personnalités publiques à l'exposition de la lumière demeure profondément paradoxal. D'une part, elle constitue un levier essentiel pour maintenir une présence dans le débat démocratique. D'autre part, elle expose inévitablement au risque de disgrâce publique et d'exclusion sociale. Cette tension illustre toute la fragilité de la réputation, ce bien immatériel qui précède inévitablement l'homme où qu'il aille, et particulièrement l'homme politique. L'instrumentalisation de la transparence à des fins stratégiques se révèle de manière flagrante dans l'usage des annexes. Le rapport général, les annexes du rapport général, pardon. Ces derniers deviennent le terrain privilégié où les commissions d'enquête exposent leur travail. Si la commission Stavisky ne manque pas d'intérêt, elle se garde cependant d'y inclure ses séances administratives. Là où, par exemple, la commission des vins et la commission du 6 février, elles, font rentrer une part de ces rapports administratifs au sein du rapport. Mais dans un seul but,
Leur objectif, renforcer les conclusions du rapport général et surtout construire un argumentaire en vue du débat à l'Assemblée. C'est une construction du récit. Elle sert à appuyer la perception commune qui est dans le rapport général. On ne met pas tout, on met ce qui est essentiel pour apporter de l'eau au moulin, comme on pourrait dire. Après cet examen des relations complexes entre députés, commissaires et commissions concernant la notion de la transparence, il apparaît que l'institution d'enquête parlementaire se construit généralement en opposition à tout contrôle permanent, étendu et direct des citoyens. C'est tout l'enjeu d'une démocratie représentative où les cellules se mettent en intermédiaire entre le peuple et l'État dans un monde où le Sénat a été fondé pour contrebalancer l'influence du suffrage universel. C'est de cette place privilégiée que les parlementaires tirent leur position de centralité qui ne doit être contrôlable ni par les autres pouvoirs ni par l'opinion. C'est pourquoi elle valorise une forme de lumière circonstanciée, limitée et encadrée, qu'elle perçoit comme légitime et utile à la résolution des crises. A l'inverse, la transparence est envisagée comme une menace pouvant s'apparenter à une dictature de l'opinion, où la souveraineté parlementaire se diluerait dans l'arbitraire des jugements populaires. Là où la lumière s'inscrit dans une logique pragmatique et transitoire, la transparence est ressentie comme un absolu potentiellement oppressif. Malgré tout, les commissions d'enquête, par leur double mission d'investigation et d'information publique, alimentent au fil des scandales un discours sur la notion de transparence. Si collectivement, elles tendent à privilégier le contrôle de l'information et une exploitation calculée de la publicité, les commissaires à titre individuel abordent souvent cette question de manière divergente. Que ce soit par conviction idéologique, par opportunisme politique ou par inexpérience, ils relancent des débats sur la transparence, contraignant parfois la Commission à redéfinir ses limites et ses pratiques. Il convient de ne pas confondre les trajectoires collectives que suit la Commission avec la disparité des positions individuelles qui la traversent. De scandale à scandale, de commission en commission, les commissaires ajustent au contact et aux évolutions des attentes des députés et des citoyens. À chaque crise, ils participent volontairement ou non à la redéfinition des contours de la lumière. Si en définitive la voie empruntée par la commission d'enquête résulte toujours d'un compromis ou d'une majorité qui harmonise le débat pour l'opinion publique, elle n'en demeure pas moins le théâtre de questionnements récurrents autour de la lumière et de la publicité. Ces instances prolongent une problématique jamais véritablement résolue, stimulant une lente et diffuse évolution du concept d'information publique et de visibilité. À travers leurs débats, leur politique de communication et leurs relations avec la presse, elles interrogent continuellement le devoir de communication et leur devoir de publicité des institutions publiques, son ampleur, son intensité, son utilité, ainsi que les acteurs légitimes pour en définir le contrôle et le contour. Elle crée ainsi un terrain propice à l'émergence d'une réflexion progressive adaptée aux nécessités du moment sur les pratiques de la transparence. De l'affaire Kessner en 1832 à l'affaire Urba en 1988, la transparence, loin d'être une finalité immédiate, émerge comme le produit involontaire mais cumulatif d'une longue tradition de commissions d'enquête parlementaire. Un objet flou, difficile à mesurer pour les parlementaires, qui s'est finalement imposé à eux sous la houlette du régime présidentiel. Après tout, n'est-ce pas d'une intuition présidentielle que sont nés les premiers jalons de la transparence avec l'époque mitterrandienne de 2001. Voilà, je vous remercie. Je me rends compte que la fin était un petit peu, peut-être, intense. Donc merci beaucoup à